Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Au début de l'année 2013, environ 11 millions de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire au Sahel. Aujourd'hui, elles sont plus de 20 millions, c'est-à-dire presque le double, dont 2 500 000 sont en situation d'assistance humanitaire d'urgence pour survivre. Chaque année, 654 000 enfants meurent au Sahel, dont 300 000 décèdent des conséquences directes de la malnutrition. En 2012, plus de 18 millions de personnes ont été confrontées à une grave crise alimentaire dans la région du Sahel et les régions sahéliennes d'Afrique centrale et de l'Ouest. Les inondations récurrentes affligent des centaines de milliers de personnes, détruisent les habitats, les cultures, le cheptel, les terres et les infrastructures. Les sécheresses fragilisent l'environnement, accentuent la désertification et par conséquent la pauvreté des populations. La guerre au nord du Mali a affecté au total plus d'1 million de personnes dans la région, auxquelles il faut ajouter les conséquences des conflits en Côte d'Ivoire, en Libye, au nord du Nigeria, au Darfour et en République centrafricaine. Il y a tout juste un an, M. Robert Piper, le coordonnateur humanitaire de l'ONU pour le Sahel, disait, parlant de l'aide humanitaire, et je le cite, « Nous ne pouvons pas continuer comme cela, c'est intenable. À moins de changer notre approche, nous allons devoir venir en aide à un très grand nombre de personnes chaque année. On ne peut plus répondre au cycle récurrent des crises par un cycle continu d'assistance humanitaire. » Alors, étant donné que les élites et les gouvernements des pays du Sahel se sont révélés incapables d'assumer leurs responsabilités régaliennes au profit des peuples dont ils sont supposés avoir la charge, et vu que l'ONU avoue qu'elle n'en peut plus, que nous reste-t-il donc à faire, nous autres, populations concernées et en déshérence sécuritaire? À votre avis, ouvre le débat ce soir et nous espérons vous apporter quelques réponses avec les éclairages de Alassane Cissé. Monsieur Cissé, vous êtes coordonnateur régional du plaidoyer et en sécurité alimentaire d'Oxfam et vous nous venez de Dakar. Soyez le bienvenu. Et docteur Ablaye Niang, vous êtes directeur du Centre d'études stratégiques et les téléspectateurs d'Africab Télévision vous connaissent bien. Bonsoir à tous. Voyons d'abord ce qu'en pensent les Africains à travers le micro-trottoir, dans votre avis. Il y a eu beaucoup plus de crises, je crois, politiques au Sahel. Et souvent, comme on sait, quand il y a des crises politiques, le résultat toujours devient... les impacts sont sociaux, les impacts sont humanitaires. Quand on n'a pas d'État dans certains pays, c'est normal que quand il y a la sécheresse, les impacts soient beaucoup plus ressentis que dans des zones où l'État peut pallier à certaines choses comme la fourniture de nourriture ou d'eau ou même de soins de santé. Au lieu que nos États mettent plutôt l'accent sur les ressources en eau souterraines pour les exploiter, on essaie de mettre des efforts, notamment au niveau des engrais, au niveau des choses qui ne peuvent pas permettre à nos paysans d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que souvent on est un peu paresseux. On est tellement habitué que les Occidentaux viennent travailler, soit nous donnent quelque chose pour que
on se développe. Et alors que la plupart des Africains ne se mettent même pas en tête que nous, on peut se développer malgré nos maigres ressources à notre façon et que les autres puissent venir en aide pour nous aider souvent. Mais si chaque fois, nous, on tend la main pour que, soit on appelle les autres pour que les autres puissent venir en premier plan pour nous aider, vraiment, on ne peut pas sortir. S'il y a urgence humanitaire fréquemment au niveau du Sahel, c'est parce que, d'une part, les pays du Sahel sont des pays qui ont des problèmes de pluviométrie. Et tout le monde sait que les saisons de pluie sont parfois difficiles. Mais l'autre problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de politique agricole vraiment efficace au sein de chaque État. Les ONG, ils ne viennent pas comme ça. Les ONG viennent à la suite d'appels lancés par les États. Et si les États lancent les appels, c'est parce que les États sont conscients qu'ils ne peuvent pas, à l'état actuel des choses, assurer l'alimentation générale de la population, surtout en cas de crise alimentaire. Le Sahel a besoin de ces aides-là. C'est lié un tout petit peu à la structure de son paysage, au climat, etc., qui est un peu désertique, quoi, qui n'est pas trop propice à l'agriculture. Les ONG ne prennent pas la place de l'État, mais ils viennent en complément de l'État, parce que l'État joue ses rôles régaliens, notamment en termes de fourniture de biens sociaux, mais les ONG sont là pour un peu appuyer l'État dans ces secteurs-là, pour mieux vraiment atteindre ces objectifs-là. Donc ils agissent en complémentarité. L'Africain est un peu paresseux, l'Africain ne veut pas fournir d'efforts. Et ressent toujours la main tendue aux Européens là, on va avoir une autre forme de colonisation. Nous, en Afrique, on a tout, on a le sous-sol, on a le diamant, on a l'or, on a tout en Afrique. Pourquoi on ne peut pas se développer comme les Européens? Tout ce que l'Europe là a aujourd'hui vient de l'Afrique. Alors à mon avis, là, c'est cette prise de conscience et puis cette prise de décision que les dirigeants africains doivent se sentir responsables. Les ONG sont considérés comme étant les courtiers du développement. Ça veut dire que le développement, autant il est pris en compte par l'État en tant qu'institution macro, mais il y a aussi des institutions au niveau méso et au niveau micro qui doivent intervenir pour pallier les déficits que nous connaissons face à l'interventionnisme de l'État. Donc l'État ne peut pas tout faire. Les pays du Sahel sont aussi dépendants de l'aide humanitaire compte tenu en tout cas de nos maigres moyens que nous avons à notre disposition. Il faut le dire, l'Afrique n'a pas les moyens, pour pouvoir évoluer en tout cas dans ce sens-là. Et c'est compte tenu également des dirigeants que nous avons connus depuis l'indépendance à nos jours, ces pays et particulièrement cette zone du Sahel connaît une déstabilisation. Voilà, M. Cissé, une première réaction à ce micro-trottoir que nous venons de suivre. Merci beaucoup d'inviter Oxfam et de l'associer aussi à cette discussion qui est plus qu'importante sur la récurrence des crises humanitaires en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sahel. Bon, ce micro-trottoir, ce que ça m'inspire, c'est que les populations sont conscientes de la nécessité de trouver des solutions face à ces crises alimentaires qui sont récurrentes parce que tout simplement au Sahel, l'environnement il est fragile et l'essentiel, l'agriculture, le pastoralisme dépendent essentiellement des pluies. Et quand les pluies sont rares ou quand les pluies arrivent à tardent à venir, on a tout de suite un impact immédiat. Mais ce que l'on oublie aussi de dire, c'est que les causes ne sont pas des causes immédiates, mais aussi c'est des causes structurelles. Et je crois que c'est là qu'il faut mettre le doigt avec une analyse profonde, sérieuse, pour pouvoir trouver les solutions. Très bien, on va arriver aux causes, évidemment. Docteur Niam, première réaction?
Je pense que le micro-trottoir a été très clair. Nous sommes en face d'un système de mauvaise gouvernance. Nous sommes dans des États qui ne sont pas très responsables et qui ne sont pas comptables vis-à-vis de la demande du citoyen. Et il y en a qui ont été très clairs. En fait, cette zone qui a connu en 72, 73, 74 sa première sécheresse, elle a commencé à devenir récurrente parce que les politiques ont trouvé aussi en ces crises une source de rétention de richesses et d'emplois privés, même s'ils sont des fonctionnaires, des responsables politiques ou administratifs. Les villages sécheresses sont venus de ça. Je crois qu'on se souvient bien de ça. Mais aujourd'hui, en 2014, il y a un problème réel au niveau du Sahel. C'est que l'économie extractive, qui aurait dû être basée sur les ressources naturelles qui se trouvent là-bas, de plus en plus sont concurrencées par l'extrême violent qui exploite plutôt le commerce illicite de drogue, des otages, qui est plus rentable que l'économie extractive. Donc si on ne fait pas attention, au lieu d'une récurrence, on risque de passer plutôt à une crise humanitaire permanente. Mais sinon, il y a de l'eau. La plus grande réserve en eau se trouve dans le Sahel, dans le désert, dans le Sahara. Le plus grand champ solaire se trouve dans le Sahara. Nous venons de démontrer avec des technologies importées d'Israël que nous pouvons maîtriser le soleil un peu pour qu'on puisse produire des fruits et légumes et faire l'élevage qui est sa vocation naturelle. Donc en réalité, demain, on peut transformer ces zones-là en zones de production, en zones d'exportation des produits de qualité qui seront en demande éventuellement en Europe, au lieu que ça soit de satisfaire la demande de la drogue ou d'être un marché pour les armes. Très bien. D'ailleurs, dans le micro-trottoir, il y a une dame qui a lancé un cri de cœur qui disait « Nous avons tout, pourquoi nous tendons la main ?» Absolument. Ce qui a fait les autres, c'est ce qu'il y a chez nous. Pourquoi ne sommes-nous pas capables? Mais je pense que ça va être le cœur des échanges que nous allons avoir au cours de cette émission. Alors, M. Cissé, ma première question va à vous. Et je voudrais pour nos téléspectateurs surtout, que vous nous définissiez ce qu'est une crise humanitaire. Je vous ai écouté tous les deux. Ouais. Vous avez semblé mettre l'accent immédiatement sur la crise alimentaire. En réalité, moi, dans ma vision, c'est une crise polymorphe. Oui. Elle peut être alimentaire comme elle peut être sécuritaire, elle peut être écologique comme elle peut être économique. Enfin, en tout cas, elle est multidimensionnelle. Mais la crise humanitaire, c'est quoi? Bon, c'est en fait dans un langage simple, une crise humanitaire est une situation qui déstabilise les populations affectées, que ce soit dans leur alimentation, que ce soit dans le système de santé et que ce soit aussi dans la sécurité elle-même. Nous nous sommes focalisés sur les crises alimentaires parce que le besoin principal, le premier besoin, c'est l'alimentation. Quand on ne mange pas, on ne peut pas en fait survivre. Mais c'est vrai qu'aussi aujourd'hui au Sahel, on ne se limite pas simplement aux crises alimentaires. Il y a un faisceau de crises. Vous avez mentionné tout à l'heure au début l'insécurité au Nord Mali. Vous avez aussi mentionné les guerres civiles en Centrafrique. Vous avez mentionné aussi les crises sanitaires. Mais tout cela revient aussi à la crise alimentaire parce que une crise sanitaire ou une crise civile, une guerre affecte la crise alimentaire. C'est pourquoi le focus est mis sur la crise alimentaire. Et la crise alimentaire aussi se définit comme un état où les personnes sont incapables d'accéder à une alimentation de façon normale, de façon adéquate. Il y a bien sûr plusieurs degrés de crise alimentaire, de la crise alimentaire sévère à la crise alimentaire, à la famine, où c'est une situation exceptionnelle, où le nombre de morts, on les compte au jour le jour. Mais on n'en est pas encore là. C'est vrai que le Sahel a vécu ces cas de famine, notamment
dans les années 70, au début des années 70, et qui a révélé en fait qu'il était nécessaire en fait de prendre en charge cette question-là. Et là, en 83-85 aussi, des images de ces catastrophes, de ces crises alimentaires ont choqué le monde entier. Et je crois que depuis lors, il y a énormément de choses qui ont été faites pour faire face à cette situation. Oui, mais sauf M. Cissé, que c'est vrai, Dr Niang a parlé de la crise, de la sécheresse. En réalité, c'est comme ça qu'on disait, du début des années 70. Puis il a fallu attendre 10 ans. Vous-même, vous venez d'évoquer 83-84. Puis c'était, je crois, en 96. L'amplitude est réduite. Et puis, quand on est rentré dans les années 2000, c'est devenu tous les 2 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique, Dr Niang, qu'est-ce qui explique cette réduction du temporel de la crise? Bon, en réalité, tout revient au problème de système de gouvernance. Mais le système de gouvernance, les gens le voient beaucoup plus sous forme politique. C'est aussi la gouvernance sociale et culturelle. C'est la gouvernance économique et d'entreprise. C'est-à-dire, quand vous dites gouvernance sociale et culturelle, vous voulez dire quoi? Que c'est les peuples qui sont responsables? Mais si moi je viens dans une communauté de localité pour développer davantage sa capacité de création de croissance économique, et que je le fais par la dépossession des ressources naturelles sur lesquelles cette population tire sa subsistance, c'est provoqué par le comportement de ceux qui sont venus. Donc ça c'est extrêmement important. Aujourd'hui, en Afrique, le problème est à ce niveau-là. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali a suffisamment de richesses générées dans le Mali qui permet à tout moment, en cas de crise, comme dans un pays, les États-Unis, quand ils étaient une puissance économique, n'est-ce pas, capable immédiatement de mobiliser tout et de ne pas faire sentir la population qu'effectivement, ils sont en crise. Ils peuvent être déplacés parce que simplement, ça nécessite ça qu'il y a une inondation assez forte, il faut bel et bien se faire déplacer. Mais dans les jours à venir, on trouvera les machines un peu partout pour les réinstaller. Mais nous, plutôt, on s'organise pour communiquer, pour dire que Dieu nous a frappé encore là, est-ce que vous pouvez venir nous assister? Donc, on n'est pas dans un État qui est un État, qui sont des États plus responsables, qui sont des États plus capables, qui sont des États comptables. Mais il y a énormément de facteurs qui jouent là-dessus. C'est très complexe. Alors, non, justement, Monsieur Cissé, tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez dit il y a des causes diverses, il y en a qui sont structurelles, il y en a qui sont conjoncturelles. Je voudrais que nous nous appesantissions d'abord sur les causes structurelles. Qu'est-ce qui fait que structurellement, l'espace sahélien est sujet à des crises? Encore une fois, je veux dire, il ne s'agit pas simplement que de crises de type alimentaire, des crises d'une manière générale. Alors, je veux bien replacer le débat en ce qu'il est, parce que nous avons des conflits qui sont source de crise. Nous avons des maladies auxquelles, parce que les réponses ne sont pas adaptées, sont des sources de crise. Nous avons des problématiques écologiques qui sont les sécheresses, dont Dr Niang vient de parler, ou les inondations, on va revenir d'ailleurs là-dessus, etc., etc. Oui. Donc, expliquez-nous. Tout d'abord, je voulais dire que c'est parce que l'analyse souvent elle est superficielle et les réponses aussi le sont. Quand il y a une crise alimentaire, on ne se contente qu'à traiter les symptômes de la faim, de la malnutrition, sans oublier qu'il faut aller au-delà. Et aller au-delà nécessite une analyse profonde, une analyse structurelle. Alors nous vous écoutons, allons-y dans l'analyse. Et dans cette analyse structurelle, il faut voir que c'est la vulnérabilité d'abord des populations qui sont incapables de faire face au moindre choc quand il survient. Et c'est parce que aussi, on n'a pas été capable, quand je dis on n'a pas été capable, je mets le premier responsable, ce sont les États. C'est-à-dire on a accordé peu d'importance à l'investissement dans l'agriculture, on a accordé peu d'investissement aux services sociaux de base, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, etc. Et de telle sorte qu'en fait, la vulnérabilité se creuse, s'amplifie et met les populations dans une situation
où elles sont incapables d'être résilientes face à ces chocs-là. Et je dirais, nous, au niveau d'Oxfam, on a fait cette analyse-là. Et cette analyse montre qu'en fait, le terreau de la vulnérabilité, ce sont ces inégalités-là. Ces inégalités, elles sont économiques, ces inégalités, elles sont environnementales, elles sont géographiques, elles sont de genre. Quand je dis elles sont de genre, c'est parce qu'aussi on n'a pas accordé d'importance aux femmes qui jouent un rôle capital dans l'économie, dans le social. Si on prend l'agriculture, par exemple, des chiffres qui n'ont pas été remis en cause montrent que 80% de la production agricole est faite parce qu'il y a la contribution de ces femmes-là. Et pourtant, elles ont accès à moins de 10% du crédit, elles ont accès à moins de 10% des terres. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans les réponses que nous faisons. Si on prend l'agriculture, par exemple, il y a des inégalités aussi dans la distribution des ressources au niveau de ces secteurs-là. Les États africains s'étaient engagés en 2013 à Maputo à mettre 10% de leur budget national dans l'agriculture. On peut compter du bout des doigts qu'il y en a peu, il n'y en a pas 10. Il y en a 8. Je ne voulais pas dire, il y en a 8 qui l'ont fait. Qui l'ont fait. Et donc, il y a tellement d'efforts à faire pour corriger en fait ces défaillances structurelles-là. Et je crois qu'on va y revenir plus tard dans le débat. Très bien. Alors, nous allons prendre notre premier duplex. Alors, nous allons prendre M. Salif Ouedraogo. M. Salif Ouedraogo est le directeur Afrique de l'Ouest pour SOS Sahel International, que nous connaissons tous, qui est une très grande ONG qui a été créée d'inspiration africaine. Et donc, nous allons prendre M. Ouedraogo, qui se trouve actuellement à Addis Abeba. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, M. Malko. Merci de nous répondre depuis Addis Abeba. Alors, ma première question, c'est pourquoi les crises alimentaires sont-elles si récurrentes au Sahel? Merci, M. Malko. Je dirais que l'urgence humanitaire persistante en Afrique est due essentiellement à des causes conjoncturelles et structurelles. Au niveau des causes conjoncturelles, il s'agit des mauvaises récoltes dues aux inégalités et aux insuffisances de pluie, aux attaques acridiennes et les maladies d'origine végétale et animale. Et tout ça qui crée une insécurité alimentaire et qui se traduit par une crise alimentaire. Et il y a également des inondations localisées. Il s'ajoute à l'insécurité, l'instabilité politique et les conflits qui occasionnent des déplacements de population et aggravent la situation. Et tout ça qui amène à créer des crises humanitaires qui fait qu'on doit à chaque fois travailler dans l'urgence. Au niveau des facteurs structurels, je dirais qu'il y a la désertification et les changements climatiques, les sécheresses récurrentes, et surtout nous avons des systèmes agro-pastoraux qui sont vulnérables aux aléas climatiques. Et également, nous constatons aussi qu'au niveau de nos différents États, nous dépendons des marchés céréaliers internationaux, et surtout nous constatons une variabilité des prix des denrées alimentaires de base. Donc c'est tous ces facteurs-là qui contribuent à créer des crises et fait au niveau du Sahel. Bien, Monsieur Ouedraogo, alors dites-nous, est-ce que le Sahel est un cas spécifique? Est-ce que ça se passe ailleurs de la même manière que ça se passe au Sahel? Bon, le Sahel n'est pas une spécificité en tant que telle. Contrairement aux autres régions de la planète, nous constatons que les États dans ces différentes régions peuvent anticiper les aléas climatiques où les fléaux naturels, ils disposent du système d'alerte précoce fonctionnel, je dis bien fonctionnel, des plans de réponse et des outils adaptés de surveillance et qui leur permettent d'avoir une cartographie des risques et de voir quelles sont les actions de mitigation qui peuvent être entamées. Nous constatons également
qu'au niveau de ces différentes régions, les populations sont éduquées à ces phénomènes. Ce qui fait que quand il y a ces crises, les gens savent comment il faut se comporter. Bien, M. Ouedraogo, ma dernière question, que faire? Vous qui êtes le spécialiste, qu'est-ce que vous suggérez pour rompre avec le cycle incessant des crises au Sahel? M. Bariko, je dirais que pour pouvoir rompre cette situation de crise humanitaire permanente au Sahel, il faut que nos États puissent anticiper. Que nos États puissent mettre en place des plans de réponse à ces crises-là, des plans de réponse bien sûr fonctionnels à ces crises-là, et pouvoir avoir des cartographies de ces différents risques. Nous dirons également qu'il faut, dans le cadre des guerres, des conflits, parce qu'on constate qu'il y a de l'insécurité, il y a des problèmes de guerre, des conflits qui se posent. Et cela se fait pourquoi? Parce que il n'y a pas, nous ne développons pas le dialogue entre nous. Il faut qu'il y ait beaucoup de concertation et de discussion, que s'il y a un problème, nous asseyons autour de la table et que de discussion, et que dans le cadre du développement, que le développement soit égalitaire. Il n'y ait pas de zones qui soient mieux élevées que d'autres, que tout le monde puisse bénéficier des fruits de la croissance. Je dirais également que dans le cas des inondations, il faut bien sûr prendre des dispositions nécessaires pour éviter que les populations s'installent dans des endroits qui peuvent vraiment, lors des inondations, créer des problèmes, créer des pertes de vie humaine et détruire, madame, les capitales de production. En matière pour résoudre les crises alimentaires, je pense qu'à ce niveau, il faut que nous investissons dans l'agriculture familiale. Que l'État puisse investir dans l'agriculture. Le chef d'État avait pris la décision en octobre de mettre 10% de leur budget dans l'agriculture. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'États qui le font. Donc, ce qui veut dire qu'il faut arriver à mettre en place des actions de développement qui s'intègrent dans des plans nationaux bien cadrés. Dirons que pour en investissant dans l'agriculture familiale, il faut que nous puissions trouver des actions résilientes, une combinaison d'actions résilientes qui vont permettre aux communautés, aux populations, quelle que soit la crise, qu'ils puissent se relever. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, du Niger. En 2012, lors de la crise, il y a 380 millions de dollars qui ont été dépensés pour pouvoir faire face à la crise alimentaire. Pourquoi on n'aurait pas mis cet argent anticipé pour développer l'agriculture? Nous constatons qu'avec cette somme-là, ces 380 millions de dollars, nous pouvons aménager au moins 1 million d'hectares de terre avec des techniques appropriées, avec la mise à disposition de fertilisants. Et cela va contribuer à avoir 720 000 tonnes. Avec les 380 millions, nous pourrons aménager 1 million de terres qui vont donner 720 000 tonnes et permettre à 360 000 familles de pouvoir se nourrir. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des actions résilientes qui permettent aux communautés de pouvoir vraiment s'en sortir, de pouvoir faire face à ces crises-là, surtout quand il s'agit de crises alimentaires. Merci, Monsieur Ouedraogo. Depuis Addis Abeba, la communication n'était pas très bonne, mais nous avons saisi l'essentiel de vos propos, très instructifs. Et encore une fois, je vous en remercie. Merci, Monsieur Bariko, pour m'avoir invité à participer à cette émission. Bonne soirée à Addis Abeba. Voilà, messieurs, nous avons donc écouté monsieur Salif Ouedraogo. Alors, c'est vrai que la communication n'était pas très bonne, mais je résume assez rapidement. Donc, causes structurelles et causes conjoncturelles, comme vous l'avez dit vous-même, il a cité les conflits, la désertification, les changements climatiques, les marchés internationaux, les réponses adaptées. Là, il renvoie à la gouvernance. Et évidemment, et il a parlé d'anticipation. Il faut que nos États soient capables d'anticiper. Alors, que signifie anticiper dans le contexte qui nous concerne ce soir?
Vous savez, merci à mon collègue, parce que j'étais à 10 pendant longtemps. Non, je pense que si on repart vers l'agriculture familiale, qu'il a évoqué. Africaine. Il l'a évoqué. Absolument, que nous avons reconceptualisé maintenant, selon les circonstances actuelles. L'agriculture familiale africaine, dans le vieux temps, était basée sur un développement humain durable, avec une sécurité alimentaire pour tous dans la communauté de localité dans laquelle se trouve la famille, mais aussi même la sécurité nutritionnelle. Mais avec l'avènement des indépendances, nous avons été, j'allais dire, l'Afrique a été mal née, parce qu'elle a été née au moment où la conférence de 1944 a eu lieu à Bretton Woods, où on a dit au Banque mondiale et FMI, vous allez être nés, mais assurez-vous que si l'Afrique émerge de la colonisation, maintenez la croissance économique. Et en même temps, en 1945, la Charte des Nations Unies a été créée, et on a créé tout un groupe d'agences spécialisées des Nations Unies et des programmes qui ont comme mandat le social, en réalité. Donc finalement, on est né dans une situation paradoxale, où d'un côté, on doit nous faire créer la croissance économique, comme on le voit ici, mais de l'autre côté, on doit jouer pour que les entreprises, j'allais dire, humanitaires, doivent jouer leur rôle aussi comme il faut. Finalement, on brille par la croissance économique, et à travers le tableau d'indice de développement humain, plus de 50% des États africains sont concentrés dans la basse classe du développement humain. Oui, d'ailleurs, les 30 derniers pays, parmi les 30 derniers pays, l'extrême majorité, la plus grande majorité, c'est les pays africains. Donc, si vous voyez l'agriculture familiale africaine, comme elle était conçue, permettez, quand vous et moi on grandissait, de voir dans la cour le grenier rempli au moins pour une réserve de 2 à 3 ans. Donc, s'il y avait un problème conjoncturel qui venait, il était amorti par le stock de sécurité qui se trouve visible, même aux passants de la rue, parce que le blonda a été fait de manière qu'on pouvait voir le bois avec le maïs là-dessus et tout. Donc en réalité, nos populations, nos chefs de famille dans le vieux temps, au sein de l'agriculture familiale africaine, avaient non seulement une approche structurelle du problème, mais ils avaient aussi une approche conjoncturelle du problème. Et les 10%, moi j'étais à Maputo quand on a mis les chiffres ensemble, là. C'est une illusion, parce qu'on avait 4% avant. On a dit, bon, il faut remonter un peu. Les 10% là, ça ne veut pas dire grand-chose. L'enjeu pour la crise alimentaire, de façon générale, si vous prenez les 3 institutions qui sont en charge de l'agriculture, qui se trouvent à Rome, c'est le FIDA, d'un côté, c'est le PAM, le programme d'aliment, c'est la FAO et le PAM. C'est le rôle du PAM qui domine sur le rôle du financement de l'agriculture et du développement technique et technologique de l'agriculture en Afrique. Très bien. Et ça, c'est des grandes sociétés qui sont derrière. Vous l'avez démontré dans votre programme spécial que vous avez animé il y a quelques mois, et où non seulement c'est les grands greniers de l'autre côté, des États-Unis, mais aussi ceux qui sont dans la distribution, ceux qui sont dans le stockage, et ceux qui sont dans la redistribution au niveau des ONG, au niveau d'ici. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus délicat que ce que nous pensons. Il faut aller en profondeur. Très bien. Alors, Cissé, donc vous avez suivi M. Ouédraogo. Est-ce que vous avez un point de vue particulier par rapport à ce qu'il nous a dit? Oui, il a tout à fait raison pour dire qu'il faut anticiper les crises. Et parce qu'on sait tous ce qui amène les crises, donc il faut pouvoir les anticiper. Je donne juste un exemple. Oui. 2 exemples même. Au Niger, il y a eu en 2005 beaucoup de tergiversations dans la crise. Est-ce qu'il y a crise aussi? Il a fallu que BBC exposa la situation pour que tout le monde se rende compte qu'il y a une crise. Et il faut se dire qu'en fait, prévenir, c'est mieux que traiter. Surtout pour la malnutrition, ça coûte beaucoup plus cher. Il a donné des chiffres tout à l'heure sur le Niger. Si on avait été... Alors, voilà ce qu'il dit sur le Niger. Oui. Il dit, quand il y a eu la crise en 2012, il y a eu 380 millions de dollars qui auraient été injectés pour faire face à la crise. Il dit, avec cette même somme, on aurait pu mettre en valeur 1 million d'hectares de terre qui aurait permis à 700
à 350 000 familles de produire 720 000 tonnes de céréales. Mais il faut dire que cet argent-là, ce n'est pas l'argent du gouvernement du Niger. Absolument. Dommage. Mais ça aussi appelle tout le débat qu'on a eu sur l'engagement des pays développés pour aider l'agriculture, pour aider les pays en sous-développement. Le G20 s'est engagé à maintes reprises pour mettre de l'argent pour le développement, pour l'agriculture, mais ces promesses-là n'ont jamais été tenues. Et quand il y a crise alimentaire, on intervient. Mais est-ce qu'il aurait fallu tenir compte de ces promesses-là? Parce que moi, ça me gêne, ça. Non, en fait je le rappelle tout juste, mais c'est pour dire que l'anticipation est un élément très important. Ça permet de réduire les coûts de la réponse. J'ai donné l'exemple du Niger. Tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que le Sahel est particulier? Je rappelle que la même situation que connaît le Sahel est la situation que connaît la Corne de l'Afrique. En 2011 aussi, dans la Corne de l'Afrique, il y avait une crise, et cette crise, on pouvait l'anticiper parce que dès août 2010, il y avait les prévisions qui montraient que les récoltes allaient être mauvaises. On a attendu juillet 2011 pour voir des images qui choquent, pour intervenir, et on a injecté beaucoup d'argent qui aurait pu être moindre si on avait bien anticipé les crises. Et je crois que, donc, de ce point de vue, le système d'alerte précoce qui permet d'anticiper, de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux crises est nécessaire. Oui, mais ce système d'alerte précoce, il existe partout dans nos pays. Il existe partout, mais je veux dire l'efficacité de ces systèmes, d'alerte précoce. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits au niveau régional. Il y a en fait le cadre harmonisé qui permet en fait de caractériser la vulnérabilité et de donner en fait la situation de la sécurité alimentaire avec les risques qui vont venir, etc. Je crois que ça, c'est des efforts qui ont été faits. Des pays comme le Niger aussi ont fait des améliorations, des progrès significatifs dans le système d'alerte précoce. Mais ça ne se limite pas tout simplement à ça. La prévention aussi réside dans la conception et la mise en œuvre de programmes et de politiques qui permettent aux populations d'être capables de faire face à ces crises-là, d'être résilientes. Très bien. Alors, nous allons prendre, si vous le voulez bien, en duplex, à partir de Niamey, justement, du Niger, Monsieur Banya Jibo, puis nous reviendrons sur l'aspect que vous venez d'aborder, Monsieur Cissé, qui est celui de qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut sortir de cette situation. Alors, donc, nous allons prendre Monsieur Banya Jibo, que vous connaissez tous. Banya Jibo est président du réseau des organisations professionnelles paysannes d'Afrique de l'Ouest et il est président de la plateforme paysanne du Niger. Monsieur Jibo, dites-nous pourquoi l'urgence humanitaire semble-t-elle devenir permanente au Sahel? Merci, Monsieur Marico, de m'avoir posé cette question. Effectivement, au Sahel, l'insécurité alimentaire est récurrente. Cela est dû à plusieurs causes. D'abord, les causes liées aux politiques même, parce que de tout temps, nos États ont toujours travaillé, pas dans la vision d'avoir des politiques agricoles, mais ont toujours travaillé sur des programmes. Et ces programmes sont liés au financement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est lié au climat. Le Sahel, depuis un certain temps, est traversé par la sécheresse, des criquets, en tout cas des crises de toutes sortes. Alors là aussi, ça vient dégrader l'environnement. Du coup, ça a affaibli le monde rural. Le troisième niveau, c'est les financements extérieurs. Alors, les financements extérieurs ont toujours cru que l'agriculture familiale ne permet pas de développer le rural. Alors, ce qui est une erreur. Parce que pour que l'agriculture se développe, naturellement, il faut qu'il y ait des politiques conséquentes, il faut qu'il y ait des financements conséquents, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, mais il faut surtout qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait aussi des moyens permettant aux producteurs d'accéder au financement et à la transformation.
Alors avec les programmes d'ajustement structurel, tout ça là, ces bailleurs de fonds sont venus démanteler tous les mécanismes qu'on avait et on a fait croire à nos États que c'est le financement extérieur, c'est le marché extérieur qui va permettre à l'Afrique de se nourrir. Et c'est une erreur. Et les organisations paysannes ont toujours alerté les gens et fort heureusement maintenant, les gens commencent à comprendre que ce n'est pas seulement avec la pluie qu'on peut régler les questions de sécurité alimentaire, mais à travers d'autres stratégies, d'autres mécanismes de financement, mais la prise en compte aussi de cette petite agriculture qui crée de la richesse. Oui, Monsieur Djibo, est-ce que vous ne pensez pas, comme certains, que les ONG prennent la place des États en ce qui concerne leurs responsabilités vis-à-vis de leur peuple? Oui, Monsieur Marico, comme tu le dis, c'est ce que nous entendons dans la rue. Les gens disent qu'aujourd'hui, les ONG, les organisations de la société civile, d'une manière générale, commencent à mener des actions, outre des actions qui sont assignées selon leur texte de reconnaissance. Mais c'est une erreur. Parce que toute organisation, toute ONG qui intervient, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, quand même se fonde sur les différentes politiques qu'on mène au niveau international, au niveau national et au niveau local. Donc, ces programmes-là s'inscrivent dans les différentes politiques qui sont menées à tous les niveaux. Donc, nous, le rôle des organisations, des ONG ou des organisations de la société civile ou des organisations de producteurs viennent renforcer l'action gouvernementale puisque ça s'inscrit dans les actions du gouvernement. Évidemment, notre rôle, c'est aussi d'interpeller. Bon, en interpellant naturellement, on arrive à dire au gouvernement qui conduit les actions qu'il y a parfois des erreurs. Et notre rôle, effectivement, en tant que quelqu'un qui veille, quelqu'un qui est à l'écoute, paraît aux yeux des autres qu'on est en train de jouer le rôle de l'État. Non, nous sommes en train d'accompagner les États, nous sommes en train d'écouter la population, nous sommes en train de mener des actions d'utilité publique. Naturellement, nous sommes en train de compléter ce que nos États sont en train de faire. Alors, c'est vrai que parfois, il y a certaines ONG qui parfois essaient de dévier, mais aujourd'hui, force de constater qu'il y a une large concertation qui permet à chaque acteur de jouer son rôle, qui permet à chaque acteur de dire voilà comment je suis en train de faire. Cette concertation, il faut la renforcer. Il faut renforcer la capacité des acteurs. Il faut donner l'information aux acteurs. Les acteurs aussi doivent aussi donner l'information au gouvernement parce que c'est ensemble que nous pouvons relever le défi. Merci, Monsieur Bagna Djibo, depuis Niamey, d'avoir bien voulu répondre aux questions à votre avis. Alors, Monsieur Bagna a dit des choses très intéressantes. Nous allons y revenir rapidement avant de passer à la troisième et dernière partie de notre entretien qui sera consacré à que faire pour sortir de cette situation. Alors, moi, très rapidement, j'ai remarqué que dans cet espace-là, nous avions du pétrole, de l'uranium, du phosphate, de l'or, du fer. Nous avons des littoraux poissonneux de l'Atlantique. Nous avons des ressources hydriques extrêmement importantes. Nous avons des terres arables. Nous avons un cheptel qui est extraordinaire. Nous avons un potentiel touristique. Nous avons le soleil et nous avons les hommes. Pourquoi continuons-nous à tendre la main? Docteur Niang. Encore une fois de plus, pour un système de mauvaise gouvernance, il faut réellement que nous puissions agir sur ce niveau-là. Et il faut surtout introduire une nouvelle norme de gouvernance démocratique qui permet désormais de reconnaître le rôle des trois groupes d'acteurs. La société civile qu'il vient d'évoquer ici, qui a un rôle d'interpellation, de veille citoyenne et stratégique, et qui formule sa demande. Et qu'est-ce que l'État doit faire en réponse à sa demande est aussi surveillé par ce groupe de société civile. Est-ce que vous considérez que la société civile doit être institutionnalisée, M. Cissé? Je vous donne la parole tout à l'heure, vous allez continuer. Mais je voudrais avoir le point de vue de M. Cissé sur le statut de ce qu'on appelle la société civile, parce que c'est une nébuleuse, là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, parce que la société est organisée comme elle est organisée. Il y a différentes formes d'organisation qui se réclament de la société civile.
Vous avez les ONG, vous avez les associations, vous avez les organisations de producteurs qui ont leur propre organisation interne et qui participent en respectant les lois et règlements des pays dans lesquels elles évoluent. Et maintenant, tous les acteurs sont nécessaires. Si on revient aux crises alimentaires, aux crises humanitaires, tous les acteurs sont nécessaires pour répondre. Et de ce point de vue, je rappelle qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest s'est dotée d'une charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires qui définit les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Et je crois un élément fondamental sur lequel que la charte a traité, c'est la coordination des actions. Je crois que s'il y a coordination des actions, une harmonisation des actions que l'on fait sur le terrain, on peut efficacement et de façon intelligente répondre aux différents défis qui nous interpellent et parmi lesquels ces crises récurrentes dont on parle. D'accord. Alors, je vous redonne la parole, Dr Niang. Ouais, je disais qu'il faut une nouvelle norme de gouvernance démocratique qui aide le citoyen à faire émerger 3 groupes d'acteurs. Un, c'est le groupe de société civile, mais rien que la société civile, pas d'amalgame là-dessus, vous l'avez dit déjà. La classe politique, qui distingue aussi les partis politiques au pouvoir et dans l'opposition organisée. Et la communauté des affaires, qui crée la stratégie, ou bien qui est en charge de la stratégie de création de croissance économique et puis la rétention de richesses. La classe politique, elle est là pour la stratégie de stimulation du développement économique et social et la stratégie de sécurité. Tandis que la société civile, rien que la société civile, formule sa stratégie de promesse. Qu'est-ce que nous voulons être? Donc, le citoyen, dans ces 3 démembrements, concourt unis dans l'action pour nous amener vers un État plus responsable, capable de répondre à la demande du citoyen. Mais ce que je veux dire, vous avez évoqué toutes sortes de ressources naturelles au niveau de ces régions. Mais vous savez, Marco, le problème, c'est le profit. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a intérêt à aller dans l'économie extractive ou bien on ne fait plus de profit en étant dans une économie un peu en dehors du formel qu'on appelle criminel, qui est le trafic de drogue, qui est le transit de drogue en réalité, parce qu'on ne produit pas, mais simplement on transite vers l'Europe qui est devenue un grand consommateur de drogue, et puis ce sont les plus riches qui le font. Apparemment, le transit, il y a une augmentation de l'ordre de $7,000 entre le prix du kilo en transitant vers l'Europe. Donc, il faut savoir maintenant qu'il est plus difficile d'aller vers l'économie extractive de 120 tonnes d'or à Kidal que d'utiliser Kidal comme une zone de transit où les organisations mobiles d'extrême violents assurent le transit de façon armée, mais les armes venant des industries européennes en particulier, parce que simplement l'industrie normale en Europe ou en France par exemple ne peut plus créer de croissance économique. Donc cette localisation géostratégique du Sahel fait que finalement il faut qu'on soit très prudent et que pour le moment, si on ne fait pas attention, la crise humanitaire risque d'être beaucoup plus axée sur l'utilisation de la drogue ou bien de l'idéologie de violence plutôt, et qui fait que finalement le développement humain durable qui est là-bas peut ne pas être. La seule chose qu'on peut développer aujourd'hui, c'est l'agriculture familiale africaine, basée sur 4 hectares, ou parce que même si vous prenez de la drogue, il faut manger, sinon... Oui, d'accord. Alors oui, justement, Monsieur Cissé, alors on est en plein dans qu'est-ce qu'il faut faire. Sauf que je voudrais juste vous rappeler que les origines des crises, c'est aussi les conflits armés qui, eux, ont bien souvent ou une base politique ou une base criminelle, ou les deux à la fois. Alors, donc, si vous restez sur le terrain de l'humanitaire noble, entre guillemets, comment vous faites avec ces conflits sur lesquels, manifestement, nous n'avons pas une grande prise? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut voir le terreau de tout ça. Le terreau de tout ça, c'est la vulnérabilité. Quand les gens sont déjà sonnés, sont désorientés, qu'ils ne savent pas où aller, c'est normal qu'ils soient attrapés par le premier venu qui leur tend la promesse. Et je crois que pour lutter tout ça, il faut lutter contre les inégalités. Et cela est vrai. Inégalité, si on a des ressources, vous l'avez dit, mais il faut une distribution
équitable, une redistribution équitable de ces ressources-là, pour permettre aux moins vulnérables, aux plus pauvres, d'en bénéficier. Il faut une lutte aussi contre les inégalités de genre, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut une lutte contre les inégalités économiques, les inégalités financières entre les riches et les pauvres, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et je crois que de ce point de vue, si nous accentuons nos efforts dans c'est la lutte contre ces inégalités qui pose encore, comme il a dit tout à l'heure, le problème de gouvernance de nos ressources. Je crois qu'on peut parvenir un peu à éviter ces crises alimentaires, que ce soit les crises alimentaires qui découlent en fait de l'insécurité ou qui découlent en fait d'une mauvaise pluviométrie ou qui découlent même d'une crise sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Ebola, mais l'Ebola est une crise sanitaire médicale, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui a des impacts sur la sécurité alimentaire. Parce que ça peut déstabiliser des marchés, comme je l'ai dit, comme on l'a analysé. Et tout à l'heure, Ouédraogo parlait du rôle important des marchés au niveau de notre région. Oui. Les marchés jouent un rôle capital important dans la sécurité alimentaire, que ça soit le marché transfrontalier, que ce soit les marchés nationaux, jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire. Et si aujourd'hui on enlève à ces populations-là leurs sources de revenus, donc ils sont dans une situation où elles sont vraiment désaxées, désorientées, etc. Et ça fragilise quand même les moyens d'existence. Et quand les moyens d'existence sont fragilisés, voilà, tout peut arriver. Merci, M. Cissé. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je vous donne la parole pour la fin, Dr Niang. Bon, moi je pense que réellement la crise humanitaire n'est plus quelque chose qui appartient à l'Afrique. Ça appartient aussi aux États-Unis et à l'Europe aujourd'hui, après la désindustrialisation due à la délocalisation. Donc il faut qu'on repense complètement la globalisation du co-entrepreneuriat et que l'Afrique revienne beaucoup plus, puisque nous avons 80% des populations dans le rural, qu'on vienne vers l'agriculture familiale africaine, qui avait vraiment comme objectif ce développement humain durable et accès sur la sécurité alimentaire pour tous et la sécurité nutritionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, même dans les régions sahariennes du Mali qui sont en proie à l'extrême violent, aujourd'hui l'agriculture familiale africaine, comme nous l'avons développée, est susceptible d'être la porte de sortie pour la crise humanitaire, puisqu'elle sera basée aussi sur la formation à la citoyenneté, qui est très importante, et au co-entrepreneuriat. Merci. Merci, M. Niang. Merci, M. Cissé, de nous avoir accompagnés au cours de cet entretien. Mesdames et messieurs, l'équipe, dans votre avis, va prendre quelques jours de repos. Mérité. Dr Niang dit mérité, je l'espère. Et je voudrais, avant que nous nous retrouvions, rendre un très grand hommage aux membres de cette équipe que vous ne voyez jamais, évidemment. C'est moi que vous voyez, mais vous savez que sans cette équipe qu'on ne voit pas, moi je ne serais pas vu non plus. Alors, je voudrais rendre hommage donc à M. Mohamed Keïta, à Mme Awa Tafili Touré, à M. Bourama Soumano, M. Mafa Doumbia, M. Maël Afanou, M. Dama Doumbia, M. Oussouf Diagola et notre grand chef à nous tous, M. Sékou Tangara. Nous allons nous retrouver après quelques jours de repos. Tout le monde est fatigué, mais nous reviendrons en forme et avec de nouvelles idées. Excellente soirée chez vous. Merci encore une fois de nous faire confiance et à bientôt.